À la une, cette réunion d'information sur les dangers du Mont-Baduel entre autorités et habitants hier soir. Près de 800 personnes devront être relogées. L'association des habitants ressort insatisfaite et réclame des indemnisations pour les pertes de biens. Les communes du centre littoral unies pour l'emploi et la formation des personnes les moins qualifiées. Elles ont signé une charte d'engagement commun ce matin. Les détails à suivre dans ce journal. La crème solaire manquerait-elle à tous ses devoirs? C'est la polémique provoquée par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs porte plainte contre 5 marques qui ne respecteraient pas les réglementations de protection UV. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Planification, identification des familles avant de procéder à l'évacuation du Mont-Baduel. C'est la lourde tâche qui incombe à la mairie de Cayenne et la préfecture dans les prochains jours. Elles ont tenu une réunion d'information auprès des habitants hier soir pour présenter l'ampleur des dégâts possibles en cas d'éboulement. Une situation inouïe et complexe à laquelle chacun se prépare. Ayodele Germa. Une salle comble et attentive aux explications des techniciens. Des ponts entiers du Mont-Baduel risquent de s'effondrer. On connaît les zones les plus dangereuses. C'est la date qui demeure la grande inconnue. Il n'y a pas d'instrument de mesure qui permette de dire ça va arriver demain. Donc ça peut arriver tout de suite et ça peut arriver dans 10 ans. Personne ne peut le dire. Mais le jour où ça arrive, c'est dramatique. Le Mont-Baduel culmine à 103 mètres d'altitude. Sur ses flancs, 2 zones rouges de dangerosité identifiées par le Bureau de recherche géologique et minière. Des zones correspondant à des potentiels glissements de grande ampleur. La totalité de la zone rouge est à évacuer, puisqu'elle est dangereuse, parce que c'est une zone qui est inconstructible. Et donc si quelqu'un demande un permis de construire, il ne pourrait pas l'obtenir. À l'intérieur de ça, donc, ce qui a été regardé, c'est l'instabilité mécanique. Et cette instabilité mécanique met en évidence, disons, 2 grandes zones et 2 plus petites qui sont particulièrement sensibles à des glissements, des glissements de grande ampleur. Alors, il faut bien voir qu'un glissement de grande ampleur, c'est quelque chose qui peut se décrocher sur plusieurs dizaines de mètres, donc 2 ou 3 fois la hauteur des immeubles qui sont autour de nous, ici à Vendôme. Et qui vont partir jusqu'au bas de la pente. C'est le genre de glissement qu'il y a eu sur le mont Cabassou, par exemple. Le 19 avril 2000, une portion du mont Cabassou s'affaisse en causant la mort de 10 habitants. Aujourd'hui, ceux du Mont-Baduel reconnaissent le bien fondé de cette évacuation. S'il y a un danger, alors on doit évacuer et puis j'ai accès. Je me plains pas. Depuis que moi je sais que je suis en sécurité, je n'ai pas de problème à ça. À partir de demain, la cellule de crise se rendra sur place pour évaluer la situation de chacun des habitants, de sorte à traiter le relogement au cas par cas. Si vous êtes arrivé hier et que vous me dites je suis arrivé hier et je vous demande de me donner un HLM en passant devant tout le monde, je vous dirais écoutez, si vous êtes arrivé hier, on va peut-être discuter autrement. Si vous êtes arrivé il y a 15 ans, je vous dirais oui, je dois vous reloger parce que peut-être depuis un certain temps, vous avez un logement, vous avez un certain nombre vous payez des impôts, comme l'ont dit certaines personnes. Mais l'option des logements sociaux ne suscite pas l'engouement des délogés. Pour le porte-parole de l'association des habitants, il serait préférable d'envisager des indemnisations. Les personnes qui ont habité là-bas, ils ont 40, 30, 35, 25, 15 ans, etc. Normalement, ce n'est pas évident d'aller vivre dans premier, deuxième, troisième étage d'un HLM, ce n'est pas la peine. Je vais au moins qu'on évalue les maisons et puis comme ça, que normalement, on leur donne une indemnisation quand même. Ce serait plus mieux quand même. À terme, toutes les habitations du Mont-Baduel devraient être détruites et le site interdit à la construction. Dans le reste de l'actualité, les communes du centre littoral unies pour l'emploi et la formation des personnes peu qualifiées. Sur un territoire dont le taux de chômage s'élève à 23%, les 6 communes de la CACL ont signé une charte d'engagement commun ce matin. Écoutons plutôt les précisions de la présidente de la communauté d'agglomération du centre littoral. Dans les cahiers des charges des marchés publics, il y aura donc une clause à laquelle les entreprises seront obligées d'y répondre. Ça sera une obligation. C'est ce que nous on fait déjà à Cayenne et ça va s'étendre en tout cas dans toutes les communes. Parce qu'avant c'était, comment on va dire ça, c'était pas obligatoire. Alors qu'aujourd'hui, ça va être obligatoire dans tous les marchés publics, en tout cas dans tous les cahiers des charges de toutes les communes. Quand on sait qu'il y a autant de chômeurs et que les jeunes
attendent, en tout cas sur les collectivités. Je crois qu'il est important, parce que c'est vrai qu'on leur demande aussi des caractères particuliers, une expérience, alors que lorsque l'entreprise va répondre avec les clauses d'insertion, il n'y aura pas besoin de qualification à proprement parler. Ça servira d'emploi et ça servira également de formation. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative en tout cas des maires des 6 communes de s'être mis ensemble pour pouvoir justement, puisqu'on a bien vu d'après les chiffres que c'est nous en tout cas qui occupons 60% de la population guyanaise. Donc c'est le rôle de la CACL à être la locomotive, en tout cas à être l'instigateur de ces clauses d'insertion. On poursuit au chapitre social avec cette possible sortie de crise pour les agents de la Régie communautaire des transports en droit de retrait depuis la semaine dernière. Un appel à la grève avait été lancé à l'ensemble des salariés de la CACL pour aujourd'hui, mais la présidente de la communauté d'agglo leur a accordé à la place un jour de repos. Une rencontre est prévue demain avec la direction du travail pour aborder la question d'un recours à un inspecteur du travail dans le conflit et la légitimité de ce droit de retrait. Les hurleurs de Guyane tentent de se faire entendre. Ils ont présenté à nouveau un cahier de doléances au préfet de région hier. Le collectif insiste sur la nécessité de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal, source d'importants dégâts pour les populations alentours. Écoutons les précisions de la cofondatrice du mouvement. Aujourd'hui, nous constatons une pollution des eaux et du sol. Nous constatons également une insécurité dans le quotidien des habitants qui se déplacent notamment dans les abattis, qui se retrouvent à avoir leur culture pillée. Monsieur le préfet nous a reçus avec sa bienveillance coutumière, qui nous a expliqué la situation dans tous les détails. Malheureusement, tant que les populations de l'intérieur ne seront pas protégées, tant que leurs lieux de vie ne seront pas préservés, tant que l'orpaillage illégal va toujours sévir dans notre département, ce qu'on demande d'ailleurs, c'est l'éradication définitive, et tant que tous les moyens ne seront pas mis en œuvre pour ce faire, le collectif des hurleurs sera encore là pour jouer son rôle, pour rappeler l'État son rôle pour calmer ce trouble à l'ordre public. Direction la Guadeloupe à présent avec le grand marché qui s'est tenu hier dans les jardins de l'hôtel de région à Basse-Terre. Une journée pour mettre en valeur la production locale et inviter les Guadeloupéens à consommer chez eux. Toutes les filières agricoles étaient représentées. Dexter Moïse. Harry Chalus a de la suite dans les idées. À peine son équipe a-t-elle bouclé ses obligations budgétaires et terminé l'inventaire de la mandature précédente, qu'elle s'est employée à donner de la couleur et du rythme à l'action régionale. Nous sommes dans un environnement où il est indispensable de valoriser la production locale. Et la production locale, c'est tout ce qui a trait à ma commission, ainsi que le développement rural. L'agriculture, c'est la base fondamentale du développement de la Guadeloupe, ainsi que la paix. Nous devons tout faire pour que nos populations s'approprient la production de la Guadeloupe, de par le fait que nous avons un taux de couverture aujourd'hui qui ne représente que 5% des exportations. Cette valorisation du patrimoine et ce désir de redynamiser l'économie sont en parfaite adéquation avec le souhait des exposants présents au grand marché régional. On a fait des sacs, on a fait des pots pour boire de l'eau dedans, des pots écologiques. On a fait des pots à fleurs, on a fait des pots pour servir en l'étable. Alors les idées qui viennent, chaque fois qu'on sortit dans des foires, dans des présentations, en même qu'à créer propre l'idée en moi et puis ça au-delà de ça, en vrai, en réalité, dans des foires où moi aller. Et c'est pour ça qu'on a créé, petit à petit, on a créé des nouvelles créations. Avoir aussi, on peut avoir toute qualité modèle des bancs. Pas pliant à carte de la Guadeloupe. Des petits charrettes à bascule, des petits bancs, mini-bancs. On a des boucles de royaume, c'est un métier, un moulin à café, réchaud à pétrole. Manifestation là, ça c'est une bonne manifestation. On a fait ça régulièrement, quoi. Parce que c'est bien intéressant. Production maraîchère, arboricole,
horticoles, produits de la pêche et de l'artisanat. Les visiteurs ne pouvaient que trouver chaussures à leurs pieds. J'ai trouvé des anneaux que je cherchais depuis longtemps en forme de boîte à crabes. Et j'ai pu avoir le petit réchaud aussi en forme d'anneau. C'est magnifique. C'est super, hein? Il faut vraiment se projeter dans ce que nous avons de meilleur, dans tout ce qui est local. Moi, j'adore tout ce qui est local. Ils sont très bons bien parce que ça, au moins ça, les exposants ainsi qu'à faire, les artisans, les agrotransformateurs, et ni des bitins que ou pas même qu'à penser que c'est ici qu'il y a fait tous ces belles bitins là ça quoi. Une journée de fête, de bonne humeur. Fallait-il y voir la volonté d'Arichalus d'emmener le petit peuple à la région, sans aucun doute. Allez, retour chez nous à présent pour parler 7e art. L'Agora fête le cinéma le mercredi 13 juillet prochain. Une journée pour profiter de tous les films à l'affiche au tarif de 5 €. L'Âge de glace, Camping 3 ou encore le dernier remake de Tarzan, pour n'en citer que quelques-uns, pourront être visionnés entre 11 h et 23 h. Un programme qui s'annonce intense pour les amateurs. On écoute tout de suite les précisions de la chargée de communication à l'Agora. Cinéma, chaque année, nous la faisons parce que c'est un événement majeur des grandes vacances et c'est aussi un rendez-vous cité population guyanaise. Donc chaque année, en début du mois de juillet, c'est ce qui donne le là des grandes vacances. Une vacance est propice aussi aux grosses sorties, au blockbuster. Donc on attend des films comme Tarzan qui a fait une belle percée hier en métropole. Nous avons aussi un film d'animation, L'Âge de glace, qui est très attendu. Nous aurons des films d'action comme Bastille, nous aurons aussi des films d'horreur, des reprises comme Conjuring 2 et aussi des comédies comme Camping 3 et puis Nos voisins numéro 2. Tout le monde est convié, c'est une belle fête. Et nous aurons également des animations gratuites sur le site, voilà, et plein d'autres surprises, notamment un billet d'avion à gagner. Et justement, le directeur de l'Agora est notre invité ce soir. Daniel Robin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient d'entendre donc cette fête du cinéma qui aura lieu le 13 juillet. Le cinéma, en tout cas, s'est implanté en 2012 dans ce centre commercial de Matoury. 4 ans plus tard, quel bilan tirez-vous de cette expérience ? Tout d'abord, un bilan satisfaisant puisque la Guyane attendait un équipement de cette nature et l'accueil des Guyanais a été exemplaire. Donc nous avons effectivement une fréquentation qui est satisfaisante et nous avons surtout, je crois, grâce à l'infrastructure, à ses qualités et aussi à la technologie, même si nous avons eu quelques difficultés, mais réussi à passer un cap et faire en sorte qu'il y ait donc autour d'Agora quelque chose qui soit un lien fort entre le 7e art et la population guyanaise. Alors justement, cette fréquentation, vous disiez qu'elle est plutôt bonne. Ouais. Est-ce qu'elle s'est maintenue? Est-ce qu'elle a diminué? Qu'est-ce que vous avez observé dans son évolution? Alors elle a évolué dans un premier temps de façon satisfaisante. Ensuite, vous savez, le cinéma est très fluctuant en termes de fréquentation en fonction de la programmation et des gros films. L'année dernière, nous avions un blockbuster qui nous a tiré de façon extraordinaire, c'était Fast and Furious 7. Et cette année, nous n'avons pas retrouvé cette locomotive. Donc, mais malgré tout, les résultats sont satisfaisants. Et surtout, ce que nous proposons donc aux Guyanaises et aux Guyanais, c'est justement de revisiter un petit peu cet espace parce que nous avons de nouveaux produits, de nouvelles programmations et faire en sorte qu'il y ait, je l'espère en tout cas, un engouement, de l'enthousiasme, de l'envie, de la fête. Parce que le cinéma, c'est la fête, c'est le plaisir et nous souhaitons vraiment nous engager avec vous dans cette dimension. Alors justement, ce choix des films que vous évoquiez, on voit surtout des blockbusters finalement à l'Agora. Comment est-ce que vous orientez vos décisions? Quels films vous priorisé dans ce Alors d'abord, nous avons augmenté le nombre de films qui sont projetés. Donc nous sommes passés de 110 à 140 films et nous avons élargi donc l'offre. Alors traditionnellement, les blockbusters, bien évidemment, font le gros des entrées, mais nous avons tenu à offrir des films d'art et d'essai, des films d'auteur et y compris des films en version originale. Donc nous avons une programmation de films qui est assez large, mais j'invite vraiment les spectateurs à saisir l'opportunité des sorties, puisque c'est vrai que ce sont des films qui ne restent pas nécessairement longtemps à l'affiche. Et après on nous dit, mais on voit que les mêmes films, que les gros films. Non, nous programmons tous les films. Justement, sont-ils assez nombreux, les spectateurs, à venir voir des films d'auteur, même l'opéra, parce que vous proposez également? Alors, pas encore suffisamment, mais je pense que notre métier est aussi d'initier, d'éduquer et de faire en sorte que la fréquentation
notamment des plus jeunes, soient marqués par une ouverture et une offre élargie, ce que nous appliquons à faire. Vous évoquiez tout à l'heure les petits problèmes techniques qui sont survenus au tout début. Il y avait des séances par exemple qui étaient écourtées, des films qui n'étaient pas projetés. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour améliorer cette situation? D'abord, ce que nous avons voulu faire, c'était offrir le meilleur de la technologie. Donc nous avons été très ambitieux, peut-être un petit peu trop, et nous avons eu un certain nombre de réalités. Donc ils nous ont amené à reconfigurer totalement les cabines de projection, qui sont maintenant made in Guyane, puisque nous avons choisi de faire confiance donc, à des talents locaux pour adapter cette technologie et faire en sorte que nous ayons stabilisé aujourd'hui notre projection, ce qui est le cas. Alors concernant maintenant les sorties de films dans l'Hexagone, la tradition c'est le mercredi, ici c'est le vendredi en tout cas à l'Agora. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, c'est une sécurité pour les spectateurs parce que nous avons un acheminement maintenant, il faut le savoir, qui se fait par via du téléchargement, c'est-à-dire que nous téléchargeons les films. On ne reçoit plus les bandes comme c'était le cas. Alors il n'y a plus de 35 mm. Ensuite, nous avons eu des DCP, donc des disques durs. Maintenant, c'est du téléchargement. Et les délais sont très longs en fonction de la qualité de la bande passante. Donc nous avons maintenu le vendredi, les sorties nationales sont le mercredi, et par sécurité, donc pour nous être sûr que nous avons le temps de réceptionner les films, nous sortons nos films le vendredi. Donc demain, nous avons de nouveaux films à l'affiche avec Tarzan particulièrement qui sort demain. Alors quand même un tout petit bémol en pensant aux questions des spectateurs, la 3D est plutôt, en tout cas selon les spectateurs, plutôt mauvaise. En tout cas, elle ne fonctionne pas suffisamment bien à leurs yeux. Comment est-ce que vous voyez ces films-là en 3D à l'Agora? Je les invite vraiment à venir parce que nous avons totalement revu et corrigé la qualité de la 3D. Elle est de bonne qualité. Maintenant, c'est vrai que par moment, pour les enfants, c'est peut-être un petit peu difficile à supporter. Donc l'important pour nous, c'est de programmer les films en 2D et en 3D, de façon à ce que le public ait le choix. Merci Daniel Robin d'avoir été avec nous. On rappelle donc la fête du cinéma le 13 juillet prochain. Mercredi 13. Merci beaucoup. Merci. Autre festival, celui des traditions croisées qui a ouvert ses portes hier à Sainte-Rose en Guadeloupe. Près de 8 nations sont représentées pour ces 5 jours de festivités et d'ouverture au monde. Moïse Dexter a fait le tour des différentes cultures. Regardez. Le Festival des traditions croisées débute officiellement demain. Il associe les folklores du monde. La Guadeloupe entre dans la danse. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ici à Sainte-Rose, vraiment ici en Guadeloupe, ce festival international et la labellisation SIOF, comme les 350 festivals que nous avons à travers le monde, que nous organisons chaque année, où se déplacent à peu près 80 000 jeunes à travers le monde tous les ans vers ces festivals. Et il nous semblait important que la Guadeloupe ait ce festival SIOF pour la première fois avec cette labellisation, ce qui ouvrirait notre réseau aussi un peu plus, et aussi pour que les groupes guadeloupéens, les groupes folkloriques de Guadeloupe, puissent voyager dans nos festivals SIOF à travers le monde. Nous invitons tous les Guadeloupéens à venir voir ce que ces personnes proposent, ce que ces personnes protègent, pour que nous aussi, de notre côté, nous puissions bien protéger notre patrimoine que nous connaissons tous au niveau de la tradition, qui est le Grouka. Le Grouka est déjà rentré au niveau de l'UNESCO, donc à nous de tout faire pour que ces personnes puissent continuer à travailler dans ce même sens de la protection du patrimoine immatériel de la Guadeloupe, qu'est le Grouka. C'est ce festival de Sainte-Rose qui, je crois, doit prendre son envolée. C'est ce qui me semble très important. S'en envoler aussi parce que le partage des cultures, l'amitié, la fraternité entre les peuples, c'est ce que nous voulons avec tous ces groupes qui viennent de Tahiti, d'Indonésie, du Chili, du Brésil, de Roumanie, de la Russie, du Tatarstan et de Guadeloupe évidemment. Donc ce sont des pays qui viennent de très loin pour justement nous présenter ce qu'ils font de leur côté également au niveau des traditions, des danses traditionnelles, de la musique, puisque ce qu'il faut dire également, c'est que ces pays-là présentent leur musique. Ce ne sont pas des bandes sonores, ce sont des musiciens qui vont interpréter leur tradition en live. Avant l'ouverture officielle, l'organisation a tenu à présenter le savoir-faire guadeloupéen. Un grand village rassemble artistes et artisans
depuis ce matin. Ce que nous voulions, c'est que la Guadeloupe montre aussi son savoir-faire. C'était important, l'artisanat, la nourriture, la boisson, mais qui était aussi connu à travers le monde. Voilà, c'est aussi ce message. Et voir tout ça, que les gens aussi qui viennent, ces 200 jeunes danseurs et musiciens qui viennent des 7-8 pays différents, qui puissent découvrir aussi vos traditions de la Guadeloupe. C'est un échange. Je crois que voilà, c'est vraiment ça qu'il faut montrer, qu'on puisse échanger tout ça tous ensemble. Vu que c'est un festival international, l'enjeu c'est de faire découvrir notre patrimoine en Guadeloupe. Alors je crée des bijoux en capsule, en crochet, cumi-imo, en wax, graines pour hommes, des pochettes, des sandales personnalisées en wax. Sainte-Rose devient le centre du monde pendant une semaine. Je vous en parlais en titre, la polémique autour de certaines marques de crème solaire survenue en début de semaine dernière. UFC Que Choisir porte plainte contre 5 marques qui ne respecteraient pas les réglementations de protection UV. L'occasion de se pencher sur l'utilisation de cet incontournable des grandes vacances. Anaïs Gall. 14h sur la plage de Madiana, le soleil est presque à son zénith. Philippe est venu se baigner avec son fils. S'il est au courant de la récente polémique sur les crèmes solaires, ça ne l'empêche pas d'en faire usage. J'ai entendu, après, c'est comme dans l'alimentation, on mange à tout et on ne sait pas ce qu'on mange vraiment. Pareil peut-être pour les crèmes, enfin moi je me base sous la marque. Dans cette pharmacie du Lamentin, le rayon est prêt pour les grandes vacances. Ici, on s'assure que tous les produits répondent à des normes strictes. L'indice de protection, c'est quelque chose de normé. Donc s'il est à 50, il restera à 50. D'une marque à l'autre, après, ce qui change, c'est les textures, les odeurs. Donc c'est vérifié en labo, la peau doit le tolérer. Il n'est pas question qu'on vende un produit où les personnes sont censées passer un bon moment à la plage et qu'elles se retrouvent avec des grosses urticaires ou des grosses boursouflures. Pour les clients qui préfèrent acheter leur protection en pharmacie, le choix se porte généralement sur l'écran total. Je choisis plus 50 SPF parce que j'ai la peau claire et c'est pour éviter les taches brunes par la suite. Donc vraiment remettre tout le temps, aller à la mer, ressortir, remettre tout le temps, y penser, le dos, le visage, voilà. Surtout le corps. Je demande souvent conseil aux pharmaciens parce que pour ma fille c'est relativement évident, mais pour mon bébé c'est quand même plus compliqué, surtout quand ce sont les premières fois où elle doit être exposée au soleil. J'ai pas de marque précise, quoi. Je demande une référence comme pour le soleil. Si je vais à la plage ou si je travaille, comme je suis amené à travailler un peu sur le terrain, j'achète un peu de crème. Selon les dermatologues, la puissance des rayons UV supérieure à 10 présenterait un danger pour la peau. Dans une zone tropicale comme la Martinique, elle peut aller jusqu'à 14. Sous nos latitudes, l'utilisation d'une protection joue donc un rôle essentiel. Alors, ça fonctionne simplement, ils sont composés d'anti-UV qui permettent de repousser les parties nocives des rayons du soleil qui sont les UV. Donc qui peuvent avoir des effets cancérigènes, qui peuvent brûler les cellules qui ont du mal à se réparer. Donc on peut aller sur des tumeurs, quoi. Rappelons qu'il est recommandé de renouveler les applications de crème toutes les 2 heures. Dans tous les cas, les expositions entre 10h et 16h sont à éviter, sans oublier le chapeau pour ne pas attraper d'insolation. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Cette réunion d'information sur les dangers du Mont-Baduel entre autorités et habitants hier soir, près de 800 personnes devront être relogées. L'association des habitants ressort insatisfaite et réclame des indemnisations pour les pertes occasionnées. Les communes du centre littoral unies pour l'emploi et la formation des personnes les moins qualifiées, elles ont signé une charte d'engagement commun ce matin. Et puis la crème solaire manque peut-être à tous ses devoirs, c'est la polémique provoquée par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a porté plainte contre 5 marques qui ne respecteraient pas les réglementations de protection UV. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale, puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain.